في هذه الحصة سوف نقوم بتصحيح الامتحان الجهوي الموحد لمادة الفيزياء والكيمياء دورة يوليوز 2022 لجهة الدار البيضاء ستات. Et on commence par l'exercice numéro 1, 8 points. On donne l'intensité de pesanteur à l'équateur G1 égale 9,78 Newton par kilogramme et au pôle nord G2 égale 9,83 Newton par kilogramme. Petit 1. Complétez les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. 2 points. L'axe de rotation, relatif, constante, des cercles, rectiligne, référentiel, uniforme, la même, plus longue, plus courte. Petit a, le mouvement et le repos sont deux notions qui dépendent du choix dit à compléter, donc ils sont à compléter. يعني الحركة والسكون مفهومان يتعلقان بالجسم المرجعي c'est-à-dire le référentiel الذي يتم اختياره. إذن الحركة والسكون فهما مفهومان نسبيان c'est-à-dire sont relatifs. Donc, le mouvement et le repos sont deux notions qui dépendent du choix des référentiels, donc ils sont relatifs. Petit b, si un mobile parcourt les mêmes distances pendant des durées de temps successives et égales, alors son mouvement est à compléter et sa vitesse moyenne est à compléter. يعني إذا كان جسم متحرك يقطع نفس المسافات خلال مدد زمنية متتالية ومتساوية فإن حركته تكون منتظمة c'est-à-dire uniforme وسرعته المتوسطة فهي ثابتة c'est-à-dire constante. Donc si un mobile parcourt les mêmes distances pendant des durées de temps successives et égales, alors son mouvement est uniforme et sa vitesse moyenne est constante. Petit c, pour la même vitesse, la distance de réaction en route mouillée est à compléter qu'en route sèche. يعني بالنسبة لنفس السرعة مسافة رد الفعل في طريق مبللة فهي نفسها يعني مماثلة c'est-à-dire la même بالمقارنة في طريق جافة. Et on écrit pour la même vitesse la distance de réaction en route mouillée est la même qu'en route sèche. Petit d, pour la même vitesse, la distance d'arrêt en route mouillée est à compléter qu'en route sèche. يعني بالنسبة لنفس السرعة مسافة التوقف في طريق مبللة فهي أطول c'est-à-dire plus longue بالمقارنة في طريق جافة لأن عند الفرملة يكون هناك انزلاق السيارة عندما تكون الطريق مبللة. Et on écrit pour la même vitesse, la distance d'arrêt en route mouillée est plus longue qu'en route sèche. Petit e, un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points du solide n'appartenant pas à compléter décrivent à compléter centré sur son axe. يعني جسم صلب في حركة دوران حول محور ثابت إذا كانت جميع نقطه التي لا تنتمي إلى محور الدوران c'est-à-dire l'axe de rotation ترسم دوائر c'est-à-dire des cercles مراكزها فهي على محور الدوران. Donc un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points du solide n'appartenant pas à l'axe de rotation décrivent des cercles centrés sur son axe. On passe à la question numéro 2. Complétez le tableau ci-dessous. 2,5 points. La grandeur physique, la masse, son symbole est la lettre M, symbole de son unité internationale est le kilogramme.
L'appareil de mesure de la masse, c'est donc la balance. La grandeur physique, l'intensité du poids. Son symbole est la lettre P, symbole de son unité internationale est le Newton, de symbole N majuscule. L'appareil de mesure de l'intensité du poids, c'est le dynamomètre. La grandeur physique, l'intensité du courant électrique, son symbole c'est la lettre I. Symbole de son unité internationale est l'ampère, de symbole la lettre A majuscule. L'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique s'appelle ampère-mètre. La grandeur physique, la tension électrique, son symbole c'est la lettre U. Symbole de son unité internationale est le volt, de symbole la lettre V majuscule. L'appareil de mesure de la tension électrique s'appelle voltmètre. La grandeur physique, la résistance électrique, son symbole est la lettre R. Symbole de son unité internationale est l'ohm, de symbole oméga. L'appareil de mesure de la résistance électrique d'un conducteur ohmique s'appelle ohmmètre. On passe à la question numéro 3. Répondre par vrai ou faux. 2 points. Petit a. Un four de puissance nominale de 4 kW consomme 4 kWh en 4 heures de fonctionnement normal. Vrai ou bien faux? C'est donc faux. Car l'expression de l'énergie électrique est E égale P fois T, c'est-à-dire la puissance 4 kW fois 4 heures donne 6 kWh et non pas 4 kWh. Petit b, plus la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est élevée, plus l'intensité du courant qui le parcourt est faible. Vrai ou bien faux? C'est donc faux. Car d'après la loi d'Ohm, U égale R fois I. Si la tension U augmente, alors l'intensité I augmente aussi, puisque la résistance R d'un conducteur ohmique est constante. Petit c, l'intensité du poids d'un lingot d'or de 1 kg est plus grande au pôle nord qu'à l'équateur. Vrai ou bien faux? C'est donc vrai. Car l'intensité d'un corps en général est P égale M fois G. Et G, l'intensité de pesanteur à l'équateur est 9,78 Newton par kg, alors qu'au pôle nord est 9,83 Newton par kg. Donc l'intensité de pesanteur au pôle nord est supérieure à l'intensité de pesanteur à l'équateur. Donc, puisque l'intensité de pesanteur au pôle nord est supérieure à l'intensité de pesanteur à l'équateur, on peut dire donc que l'intensité du poids d'un lingot d'or de 1 kg est plus grande au pôle nord qu'à l'équateur. Petit d, le poids d'un corps est une force de contact qui modélise l'action de la planète Terre sur ce corps. Vrai ou bien faux? C'est donc faux. Car le poids d'un corps est une force à distance et non pas une force de contact. On passe à la question numéro 4. Encadrer la bonne réponse, 1,5 points. Petit a. Un vélo de course parcourt une distance de 36 km entre 14h30 et 15h30. La vitesse moyenne de ce vélo est 36 mètres par seconde ou bien 36 km par heure ou bien 36 km par seconde. On calcule donc la vitesse moyenne de ce vélo à partir de la relation suivante: Vm égale la distance divisée par le temps. La distance est donc 36 km et le temps c'est donc 1 heure, c'est-à-dire 15
heures 30 minutes moins 14 heures 30 minutes nous donne donc 1 heure. Et on divise donc 36 km par 1 heure, on obtient donc 36 km par heure. Petit b, Marwa mesure la tension électrique aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse. Elle a trouvé les deux valeurs 4,6 volts et 0,01 ampères. La valeur de la résistance de ce conducteur ohmique est 4,6 ohms, ou bien 46 ohms, ou bien 460 ohms. On a la relation suivante qui traduit la loi d'Ohm, U égale R fois I, c'est-à-dire R égale U divisé par I. C'est-à-dire, on divise 4,6 volts par 0,01 ampères, on obtient donc 460 ohms. On passe à l'exercice numéro 2, 8 points. La première partie, 4,5 points. Un ballon B de centre de gravité G1 et de masse M1 égale 407,8 grammes. Et on équilibre sur le museau d'un fogue de centre de gravité G2, voir la figure 1. La masse du fogue est M2 égale 130 kg et l'intensité de son poids est P2 égale 1275,3 N. La question numéro 1, représentée sur la figure 1, la force qui modélise l'action de la Terre sur le fogue, c'est-à-dire le poids du fogue, le vecteur P2. En utilisant l'échelle, 1 cm correspond 637,65 N. On a P2 égale 1275,3 N, correspond combien de centimètres? Donc on multiplie 1275,3 N par 1 cm et on divise le tout par 637,65 N. On obtient donc 2 cm. Et on fait la représentation du poids du fogue, le vecteur P2, qui a pour le point d'application G2, c'est le centre de gravité. Cette action de la Terre sur le fogue qu'on a modélisé par le vecteur P2 est dirigée à partir des points d'application G2 vers le bas et de longueur 2 cm. Et on écrit le vecteur P2. Deuxième question, déterminez G la valeur de l'intensité de pesanteur à l'endroit où se trouve le fogue. On a l'intensité du poids du fogue et P2 égale 1275,3 N et la masse du fogue est M2 égale 130 kg. Et on veut déterminer la valeur G qui représente l'intensité de pesanteur. On a la relation suivante, P2 égale M2G. Et à partir de cette relation, on peut déduire l'intensité de pesanteur G qui est égale P2 divisé par M2. Et on fait l'application numérique et on obtient G égale 1275,3 N divisé par 130 kg. Après le calcul, on obtient donc G égale 9,81 N par kg. On passe à la question numéro 3. Faire le bilan des actions mécaniques qui agissent sur le ballon B et préciser leur type, action de contact ou action à distance. Le système à étudier est le ballon et le ballon est soumis à deux forces. La première force, c'est donc le vecteur P et représente le poids des ballons, c'est une force à distance. La deuxième force, c'est donc le vecteur F et représente l'action du museau du fogue sur le ballon, c'est une force de contact. On passe à la question numéro 4. Déterminez en justifiant votre réponse les caractéristiques de la force F exercée par le fogue sur le ballon B.
Et on commence par la justification et on écrit: le ballon est en équilibre sous l'action de deux forces P et F, alors ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et des sens opposés. Et on détermine les caractéristiques de la force F et on commence par le point d'application, c'est le point A. La droite d'action, la droite verticale passant par A, c'est-à-dire la droite AG1. Le sens, c'est du point A vers le haut. Intensité, c'est donc F égale P égale M1 fois G. Et M1 égale 407,8 grammes qu'on va convertir en kilogrammes. On obtient donc 0,4078 kg. De plus, l'intensité de pesanteur à l'endroit où se trouve le fog est donc G égale 9,81 newton par kilogramme. Et on fait donc l'application numérique, on obtient donc 0,4078 kg fois 9,81 newton par kilogramme. Après le calcul, on obtient donc F égale 4 newton. La question numéro 5 représente sur la figure 1 la force F exercée par le fog sur le ballon B en utilisant l'échelle. 1 cm correspond 2 newtons. On a F égale 4 newtons correspond combien de centimètres? C'est-à-dire 4 newtons fois 1 cm divisé par 2 newtons, on obtient donc 2 cm. Et sur la figure 1, on représente la force F qui a le point d'application, le point A, et qui a pour sens du point A vers le haut et de longueur 2 cm. Donc la force F, action du museau du fog sur le ballon, c'est a pour point d'application le point A, dirigé vers le haut et de longueur 2 cm, et on note le vecteur F. On passe à la deuxième partie, 3,5 points. Un appareil électrique de cuisine qui porte les indications suivantes: 220 volts, 2501,4 watts, est constitué de deux plaques chauffantes montées en dérivation. La grande plaque est de puissance nominale P1 égale 1500,4 watts et de diamètre 18,5 cm. Et la petite plaque est de puissance nominale P2 égale 1001 watts et de diamètre 15,5 cm, voir figure 2 et 3. On branche cet appareil sur une source de tension de valeur efficace U égale 220 volts durant T égale 15 minutes de fonctionnement effectif des deux plaques ensemble. Le disque du compteur d'énergie électrique exécute alors N égale 845 tours complets. La première question: calculez l'énergie consommée par cet appareil pendant son fonctionnement en joules et en watts-heure. On a une relation qui relie l'énergie électrique, la puissance et la durée de fonctionnement. C'est donc E égale P fois T, tel que P, c'est la puissance de l'appareil électrique de cuisine et vaut 2501,4 watts, et T, c'est le temps de fonctionnement est égal 15 minutes qu'on va convertir en secondes en multipliant 15 par 60 pour que l'énergie E soit en joules. Après le calcul, on obtient donc E égale 2 251 260 joules. Pour avoir cette énergie électrique en watts-heure, on la divise par 3600 et on écrit E égale 2 251 260 divisé par 3600. Après le calcul, on obtient donc E égale 625,35 watts-heure.
On passe à la deuxième question. En déduire C, la valeur de la constante des compteurs. On a la relation suivante, E égale N fois C, c'est-à-dire C égale E divisé par N. Et on remplace E par 625,35 Wh et N par 845 tours. On a choisi l'énergie en Wh et non pas en joules, car la constante des compteurs C est exprimée en Wh par tour et non pas en joules par tour. Et on fait l'application numérique en remplaçant E par 625,35 Wh et N par 845 tours. Après le calcul, on obtient donc C égale 0,74 Wh par tour. On passe à la question numéro 3. Calculer I1 l'intensité du courant traversant la grande plaque et en déduire R1 la valeur de sa résistance électrique. Calculons l'intensité I1. La grande plaque est de puissance nominale P1 égale 1500,4 watts et semi sous une tension de valeur efficace U égale 220 volts. Donc la relation qui relie la tension U, la puissance P1 et l'intensité I1 est donc P1 égale U fois I1. Et à partir de cette relation, on peut déduire l'intensité I1. C'est donc I1 égale P1 divisé par U. Et on fait l'application numérique en remplaçant P1 par 1500,4 watts et U par sa valeur de 120 volts. Après le calcul, on obtient donc I1 égale 6,82 ampères. Après, on déduit la résistance R1, la valeur de la résistance de la grande plaque. Donc, calculons R1 en appliquant la loi d'Ohm et on écrit U égale R1 fois I1. Et à partir de cette relation, on peut déduire R1. C'est donc R1 égale la tension U divisé par l'intensité I1. Et on remplace U par sa valeur, c'est donc 220 volts. Et I1 par sa valeur, c'est donc 6,82 ampères. Après le calcul, on obtient donc R1 égale 32,26 ohms. On passe à la question numéro 4. Parmi les deux valeurs suivantes, 19,35 ohms et 48,35 ohms, précisez R2, la valeur de la résistance électrique de la petite plaque, et R, la valeur de la résistance électrique de l'appareil, en justifiant la réponse. Pour les appareils de chauffage, on a la relation suivante. P2 égale R2 fois I2 au carré. Et I2 égale U divisé par R2, c'est-à-dire R2 fois U au carré divisé par R2 au carré. On simplifie par R2, on obtient donc P2 égale U au carré divisé par R2. Et à partir de cette relation, on peut déduire R2, c'est donc R2 égale U au carré divisé par P2. Et on remplace U par sa valeur, c'est donc U égale 220 volts et P2 égale 1001 watts. On obtient donc R2 égale 220 volts au carré divisé par 1001 watts. Après le calcul, on obtient donc R2 égale 48,35 ohms. Enfin, R2 c'est donc 48,35 ohms et R égale 19,35 ohms. On passe à l'exercice numéro 3, 4 points. Lors de la dernière étape d'une course à bicyclette, Adil et Bouchta ont couru à des vitesses différentes pour gagner la course. À un instant donné de cette étape, Adil était au point A
et Bouchta était au point B. Bouchta était devant Adil à une distance AB égale 90 mètres. Les distances sur la figure ne sont pas proportionnelles aux distances réelles. Bouchta parcourt la portion BC à une vitesse constante V1 égale 55,8 km par heure, tandis que Adil parcourt la portion AC à une vitesse constante V2. Bouchta a parcouru la distance entre le point B et le point d'arrivée C en T1 égale 20 secondes. Adil a parcouru la distance entre le point A et le point B en T2 égale 4,8 secondes. La question numéro 1. Déterminer la distance AC entre les points A et C. On remarque que la distance AC égale AB plus BC. On a AB égale 90 mètres. Donc il reste à calculer la distance BC. On a Bouchta parcourt la portion BC à une vitesse constante V1 égale 55,8 km par heure. De plus, Bouchta a parcouru la distance entre le point B et le point C en T1 égale 20 secondes. Et on a BC égale V1 fois T1. On remplace V1 par 55,8 km par heure et T1 par 20 secondes. Et on écrit BC égale 55,8 km par heure fois 20 secondes. On convertit donc km par heure en mètres par seconde. On obtient donc 55,8 divisé par 3,6 mètres par seconde fois 20 secondes. Après le calcul, on obtient donc BC égale 310 mètres. Et on a AC égale AB plus BC. Et on remplace AB par sa valeur 90 mètres et BC par 310 mètres. On obtient à la fin, après le calcul, AC égale 400 mètres. On passe à la question numéro 2. Adil parviendra-t-il à dépasser Bouchta avant le point d'arrivée C et justifier la réponse? Calculons d'abord la vitesse V2. V2, c'est la vitesse constante de Adil pendant son parcours, la distance AC. On a Adil à parcourir la distance entre le point A et le point B en T2 égale 4,8 secondes. C'est-à-dire la vitesse V2 égale la distance AB divisé par T2. Et on remplace AB par sa valeur qui est égale à 90 mètres et T2 par sa valeur 4,8 secondes. Et on écrit V2 égale 90 mètres divisé par 4,8 secondes. Après le calcul, on obtient donc V2 égale 18,75 mètres par seconde. On a la durée TBC qui a mis Bouchta pour parcourir la distance BC. Et donc TBC égale T1 égale 20 secondes. Calculons donc la durée TAC qui a mis Adil pour parcourir la distance AC. On a TAC égale la distance AC divisé par V2. Et on remplace AC par sa valeur 400 mètres et V2 par sa valeur 18,75 mètres par seconde. Et on écrit TAC égale 400 mètres divisé par 18,75 mètres par seconde. Après le calcul, on obtient donc TAC égale 21,33 secondes. On a TAC, c'est-à-dire la durée qui a mis Adil pour parcourir la distance AC, égale 21,33 secondes, est supérieure à TBC,
c'est-à-dire la durée qui a mis Bouchta pour parcourir la distance BC, est égale T1 égale 20 secondes. Donc, Adil n'a pas dépassé Bouchta avant le point d'arrivée C. La troisième question, déterminer la nouvelle distance qui sépare les deux cyclistes lorsque le premier d'entre eux arrive au point C. Bouchta a mis la durée 20 secondes pour arriver au point C, alors que Adil a mis la durée 21,33 secondes pour arriver au point C. Donc, Bouchta est arrivé au point C avant Adil, donc Adil a mis un retard de delta T égale TAC moins TBC égale 21,33 secondes moins 20 secondes égale 1,33 secondes. Calculons donc la distance D qui sépare les deux cyclistes. On a D égale V2, la vitesse de Adil, fois delta T. Et on remplace V2 par sa valeur, c'est 18,75 mètres par seconde, et delta T par 1,33 secondes. Et on écrit donc D égale 18,75 mètres par seconde fois 1,33 secondes. Après le calcul, on obtient donc D égale 25 mètres.